Retour en plateau pour la seconde partie de cette émission face à face consacrée au rejet de la proposition de loi introduite à l'Assemblée nationale par les députés de l'ANC et de l'ADI. En plateau, j'ai deux invités. Maître Manavi Isabelle Ameganvi, présidente du groupe parlementaire ANC. Maître, merci en tout cas d'être toujours là pour la deuxième partie de cette émission. En face de vous, nous avons Kwadjo Selem Gerson Debout, vice-président du groupe parlementaire UNIR, le parti au pouvoir. Vous êtes en plateau avec nous donc pour la seconde partie de l'émission. Et avant de revenir en plateau, pendant que le journal passait, vous me confiez que vous aviez à réagir sur un point qu'avait soulevé tout à l'heure votre collègue Maître Isabelle Ameganvi. Oui, tout à fait, parce que tout à l'heure, Maître Ameganvi avait parlé du dialogue. C'est-à-dire que M. Fabre avait demandé le dialogue, avait souhaité le dialogue, et que le chef de l'État avait souhaité que la question des réformes, les réformes soient introduites au niveau de l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée qui vote les lois. Mais le dialogue a eu lieu quand même. Sur l'insistance de nos amis, le dialogue a eu lieu. Ils ont pris part à ce dialogue-là, mais finalement, ils ont claqué la porte. Ils sont partis. Le consensus qui a été recherché dans ce dialogue-là, on n'a pas pu l'avoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle que ce problème est venu à l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle nos amis de l'opposition ont fait une proposition de loi. Maintenant, nous allons revenir sur ce qui s'est réellement passé. On va en parler. Très bien. Octobre. Alors, avant de vous donner la parole sur ce sujet, justement, Maître Isabelle Ameganvi est ici. Elle est de l'ANC. Maître, est-ce que j'ai la bonne information quand on dit, par exemple, que lors des travaux en commission, le président de la commission des lois aurait, je le mets au conditionnel parce que je n'étais pas avec vous, aurait, Manu Militari, mis fin aux travaux en violation, dites-vous, du règlement intérieur. Tout à fait, mais avant... Est-ce que j'ai la bonne information? Oui, tout à fait, mais avant de vous dire cela, je rebondis sur ce que M. Dobou a dit tout à l'heure. Il a oublié de mentionner que ce dialogue, il parle du dialogue Togo Télécom 2, mais les journalistes ont qualifié ce dialogue de dialogue sourd-muet. Pourquoi? Parce que UNIR... Je sais à peu près à quoi vous faites allusion. UNIR n'a pas parlé à ce dialogue. Et donc, l'échec de ce dialogue, lorsqu'il nous l'impute, il faudrait qu'il se rappelle aussi les conditions dans lesquelles ce dialogue s'est passé. Les partis de l'opposition présents à ce dialogue, parlementaires présents à ce dialogue, ont fait valoir, noir sur blanc, écrit noir sur blanc, les propositions qu'ils voulaient faire et tout cela. Et lorsque, à chaque niveau des points soulevés, la question est posée à UNIR, UNIR n'a pas marqué jusqu'à la fin du dialogue son point de vue sur les différents problèmes qui ont été posés à ce dialogue. Je le rappelle. Et donc, ce dialogue a été qualifié de dialogue sourd-muet parce que UNIR était resté sourd-muet à ce dialogue. Il faudrait le rappeler. Certainement qu'il va réagir, mais d'abord... Je reviens à votre question pour dire que... Je demandais si j'ai la bonne information. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque, voyez-vous, les travaux à l'Assemblée nationale obéissent à une procédure mise en place par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale principalement, et s'agissant de propositions de loi, de projets de loi de révision constitutionnelle, d'abord par la Constitution, article 144, et ensuite repris par les dispositions du règlement intérieur. Lorsque la proposition de loi est déposée entre les mains du président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale informe la conférence des présidents. Ça a été fait pour porter à leur connaissance le dépôt de la proposition de loi. Ça a été fait. Je suis membre de la conférence des présidents lorsque le président nous a informé que cette proposition de loi a été déposée. Ensuite, cette proposition de loi a été affectée à la commission des lois, la commission compétente pour ce faire. Et c'est le président de cette commission-là, je suis membre également de la commission des lois, c'est le président de la commission des lois qui a envoyé une invitation aux députés membres de cette commission-là. Nous sommes 10 au total au sein de cette commission, à l'effet de se réunir donc vendredi. D'abord, c'était prévu pour jeudi, ça a été reporté sur le lendemain vendredi pour que nous puissions commencer l'étude de la proposition de loi. Et nous y étions vendredi. Et il faut reconnaître que c'est pour cela que lorsque vous avez parlé de diversion tout à l'heure, je n'ai pas du tout accepté. Ce n'était pas de la diversion, la proposition de loi. La raison, c'est que pratiquement tous les députés qui ne sont même pas membres de la commission des lois ont assisté
aux travaux de la commission de la... Ça veut dire que les problèmes de révision constitutionnelle constituent un problème d'importance. Parce que les députés qui ne sont pas membres de la commission ont la latitude d'assister aux travaux de la commission. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le président de la commission des lois? C'est un problème ou bien un test qui intéresse tout le monde participe à la commission. Et qu'est-ce que le président a fait? Lorsque nous avions débuté les travaux, M. Dobo l'a expliqué tout à l'heure, il revenait aux initiateurs de la proposition de loi de motiver, donc de donner lecture de l'exposé des motifs de la proposition de loi. Ça avait été fait et donc le président a ouvert, c'est ça la procédure au niveau du Parlement, a ouvert le débat général et c'est au niveau du débat général que les problèmes ont commencé. Enfin, je n'appelle pas ça... Parce qu'il s'agit, vous savez, à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'on les appelle les parlementaires. Nous parlons beaucoup. C'est ça le principal atout de l'Assemblée nationale. C'est l'essence même. C'est le sens même. C'est pour ça qu'on appelle cela le Parlement. Parce qu'il faut parler, il faut étudier, il faut débattre sur les textes qui nous sont soumis. Et donc, au cours du débat général, donc les gens ont posé des questions. Comme nous sommes les initiateurs, nous avons apporté des réponses et autres. Et j'avoue qu'à un moment donné, le débat était houleux. Comme il fallait s'y attendre. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Ce qui est normal d'ailleurs. Nous sommes au 3e exercice en ce qui concerne la révision constitutionnelle, le projet de loi, la première proposition, la deuxième proposition et autres. Le débat était houleux. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'en réalité, lorsque la commission finit son travail, la commission procède d'abord au débat général, tel que je l'ai dit sur l'exposé des motifs, mais c'est qu'après, la commission doit procéder à l'étude particulière du projet ou de la proposition de loi elle-même, et cette étude-là se fait article par article. Et c'est à ce niveau-là que les députés qui souhaitent apporter un amendement au texte initial proposé font leur amendement, font leur correction, et ceux qui ont initié la proposition de loi acceptent l'amendement ou refusent l'amendement. En ce cas-là, bon, soit le texte est voté en l'état tel qu'il a été déposé, s'agissant de projet de loi, ou bien la correction est apportée et on évolue. Mais il se trouve qu'ici, nous étions restés seulement au débat général lorsque le président de la commission a dit que maintenant les députés composant la commission des lois doivent se retirer pour débattre. Okay. Parce que nous n'avions pas eu le processus, etc. Et donc, ils se sont... Non, elle finit. Non, tout à l'heure, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Elle finit, elle relate le reste. Ils se sont retirés et au retour, moi, je n'y suis pas allé parce que, vous savez, ce qui n'est pas dans la procédure, c'est peut-être pas des formations professionnelles. Moi, je ne me rends pas complice de ce qui n'est pas prévu par la procédure. On vous a compris. En retour, oui. C'est le président qui a déclaré que, à la majorité de 7 députés sur 10, 7 députés ont voté pour qu'on arrête les travaux. Et c'est cela que nous avons trouvé inopportun parce que avant de donner votre opinion, vous avez la parole, mais avant de donner votre opinion sur cet état de choses, je voudrais juste qu'on s'arrête, qu'on se contente de donner la version des faits telle que ça s'est passé. C'est votre version. Vous aurez votre opinion tout à l'heure. Non, vous aurez le temps de donner votre opinion. Mais là, vous avez donné votre version. Est-ce que Mme Meganvi dit la vérité quand elle dit que le président a arrêté les choses au niveau des débats généraux? Dans tout ce qu'elle a dit, je m'inscris en faux contre certaines de ces allégations? Non, ce n'est pas des allégations. C'est une partie de son intervention. D'accord. Vous savez, Madame l'honorable, ma collègue, fait elle-même partie de la commission des lois. Ouais. Lorsque le président a suspendu la séance et qu'a demandé aux membres de la commission une concertation, Madame Amegamé, qui fait partie de la commission des lois, a refusé cette concertation, a refusé d'aller avec le groupe pour cette concertation. Après, lorsque le président, disons, s'est concerté avec les autres membres, et c'est à ce niveau-là qu'ils auraient décidé d'arrêter les travaux. Ce n'est pas un rejet, mais c'est un arrêt des travaux. Alors, moi, je vais revenir un peu en arrière pour dire qu'elle a parlé de la procédure. Et là, je suis d'accord avec elle. Maintenant,
lorsque le débat général... Donc au niveau de la procédure, il y a eu un problème. Non, il n'y a pas de problème au niveau de la procédure. C'est-à-dire qu'elle a décrit toute la procédure jusqu'au débat général. Tata. Maintenant, c'est au débat général, parce que vous savez que dans la pratique parlementaire, lorsqu'on envoie une loi, il y a d'abord un débat général et puis il y a une étude particulière. Exactement. Donc, le débat général porte généralement sur l'exposé de motifs. Et donc, bon, pour comprendre l'exposé de motifs. Et c'est à ce niveau déjà que les problèmes ont commencé. Parce qu'on s'est rendu compte, et comme je l'ai dit, on s'est rendu compte que la proposition de loi qui nous est soumise n'est pas du tout différente de ce qui avait été déjà rejeté en 2015. Parce qu'en 2015, c'était un rejet. Parce que les travaux étaient allés jusqu'à l'étude particulière avant d'être rejetés. Et pourquoi ça a été rejeté? Parce que justement, il n'y avait pas eu de consensus. Et à ce niveau-là, déjà en 2015, on était obligé de mettre en place un comité ad hoc pour pouvoir rechercher le consensus parce qu'il y avait des points de divergence sur lesquels on ne pouvait pas s'entendre. Et cette commission-là, il y avait le UNIR, il y avait l'ANT, il y avait le CAR et il y avait ADI. Et chaque parti était représenté par 2 personnes. Et UNIR 2, ANC 2, ADI 2 et CAR 2. Et même entre ces représentants des partis, après 2 jours de discussion, on n'a pas pu trouver de consensus. Et c'est à ce moment-là, il n'y a pas de consensus, le président de la commission de loi a dû arrêter les travaux déjà à ce niveau. Donc depuis là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de rapprochement des positions pour savoir si... Donc pour vous, on ne peut pas accuser le président de la commission des lois d'avoir interrompu de manière... Parce qu'on ne pouvait pas l'accuser, puisque nous étions devant, disons, un blocage. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'arrêter les travaux. Alors, on ne pouvait pas aller plus loin. Voilà, j'ai une question à vous poser avant de donner la parole à Mme Améganvi. Alors, les députés UNIR, en rejetant la proposition de loi introduite par l'ANC et ADI, n'étaient-ils pas dans une posture peut-être de ne pas désavouer le président de leur parti en votant, enfin pas en votant, mais en allant dans le même sens que l'ANC pour que cette proposition de loi soit adoptée, étant entendu que le chef de l'État lui-même a dit dans une interview récemment en Allemagne que la question des réformes devait être confiée à des intellectuels et aux universitaires qui se sont regroupés dans un atelier au H-Krun. Est-ce que c'est dans cette logique que vous vous trouviez en rejetant cette proposition de loi? Non, nous ne sommes... Vous vouliez être en phase avec le président de votre parti, c'est ça? Non, nous ne sommes pas, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans cette phase-là. Nous avons dit que la proposition de loi qui nous est soumise, c'est que puisque cette même proposition a été déjà rejetée en 2015. Il n'y a aucun élément nouveau pour nous permettre de pouvoir évoluer, pour nous permettre de dire que, bon, voilà une proposition qui agrée, par exemple, à nos sentiments. Donc, il n'y avait rien de nouveau dans ce que... Alors, la question peut être retournée. Pourquoi, justement, sans qu'il y ait eu une conciliation des positions, pourquoi cette proposition de loi est revenue à un moment où, justement, comme vous le dites, on avait lancé les travaux de H-Krun. Voilà, parce que ce n'est pas parce qu'il y avait H-Krun que nous avons rejeté, c'est parce que, bon, d'abord, nous avons dit qu'elle était opportune, parce que le contexte ne s'y prêtait pas. De 2, il n'y avait pas un élément nouveau dans cette loi. De 3, il n'y a pas eu de consensus. On a recherché partout le consensus, on ne l'a pas trouvé. Déjà, au dialogue de Togo, on n'a pas pu trouver le consensus. Dans l'étude de la proposition du projet de loi, on n'a pas pu trouver le consensus. Dans l'étude de la proposition de loi de 2000... Il n'y a pas de consensus. Finalement, le consensus, on ne le trouve jamais. On revient ici, donc ça veut dire que le consensus, aujourd'hui, pour le trouver à l'Assemblée nationale, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle le H-Krun, nous saluons d'abord la création du H-Krun et l'atelier du H-Krun pour réfléchir. Très bien. Alors, Maître Améganvi, il a dit, le consensus semble être la chose la plus rare qui soit en politique, peut-être au Togo, je ne sais pas, ou ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que le consensus manque tant? Est-ce parce qu'il y a un pouvoir que vous accusez d'être, on va dire, réfractaire au changement, ou parce qu'on a une opposition qui ne veut pas mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin? Est-ce que c'est ça qui fait que le consensus manque? Le consensus ne se trouve pas pour la simple raison qu'il y a la mauvaise foi et la mauvaise volonté. Je m'explique. De la part de qui? Vous savez, de la part de qui? Vous savez, dans mon explication tout à l'heure, vous comprendrez. D'accord. Lorsque moi j'affirme quelque chose, vous l'assumez. Je montre et je l'assume. Et donc, je dis mauvaise foi et mauvaise volonté. C'est pour ça qu'il n'y a pas le consensus.
Je m'explique. La Constitution de 1992, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous sommes en train de parler des réformes constitutionnelles, a été adoptée. Et ça, c'est la seule fois au Togo où tous les partis politiques, partis majoritaires ou opposition et tout le reste, ont chacun, en ce qui le concerne, appelé leurs militants à voter pour. C'est la première fois au Togo. 97% des Togolais ont voté pour cette constitution. La question qui se pose, c'est de savoir, en 2002, lorsque le RPT a décidé unilatéralement de modifier, de toiletter la constitution, est-ce qu'ils ont recherché le consensus? Parce que... Parce qu'avant cela, il y a eu des élections que l'opposition avait boycottées, ce qui avait ouvert un boulevard au parti au pouvoir d'avoir la majorité au Parlement. Vous savez, même si l'opposition a boycotté les élections et que le RPT s'est retrouvé tout seul à l'Assemblée nationale, en réalité, si on voulait vraiment l'apaisement, la bonne foi et la bonne volonté, ça ne donnait pas le droit de toiletter un test qui a été adopté par 97% des Togolais. Dans le même temps, maître, vous avez la parole, hein, mais dans le même temps, en 1992, je crois que la Constitution de 92 a été adoptée dans un contexte aussi où on pouvait peut-être accuser une partie de la classe politique togolaise de tailler ou d'écrire ces tests-là, peut-être sur mesure, contre quelqu'un, contre une personne. Ce test n'a pas été écrit et imposé, M. Dagnon. Je sais que ça n'a pas été imposé. Ce test n'a pas été écrit et imposé aux Togolais. Ce test a été rédigé. C'est toujours comme cela, c'est un projet de constitution qui a été soumis à référendum et que 97%, je l'ai dit tout à l'heure, je le maintiens encore, tous les partis politiques, y compris le RPT à l'époque, dirigé par Feu Yassine, mais c'est le contexte aussi, ont appelé à voter pour ce test-là. Voilà. Et donc, en 2002, lorsqu'il s'était agi de toiletter, on n'a pas recherché le consensus pour ce faire. Je dis que ce test a été adopté par référendum. Qu'à cela ne tienne. Après l'élection présidentielle de 2005, avec tout ce que nous avons connu comme problème dans ce pays, les protagonistes de la crise togolaise se sont réunis. Et l'APG, on ne peut pas me dire que l'APG a été signé hors consensus. C'est de manière consensuelle que en possession de tous leurs moyens, les protagonistes de la crise togolaise ont signé l'APG et ont décidé d'opérer des réformes. Et ils ont cité dans le point 3 de l'APG les points sur lesquels devaient porter ces réformes-là. Alors, de quel consensus parle-t-on? Et je vous ai lu la lettre du chef de l'État lui-même, que c'est à la suite d'une lettre qui lui a été envoyée par le chef de l'opposition qui sollicitait un dialogue pour que nous puissions trouver les conditions dans lesquelles, parce que l'APG a déjà marché le travail, il restait de mettre en œuvre. C'est la mise en œuvre d'un engagement qui a déjà été pris. Et donc, de cette mise en œuvre-là, qui sollicitait que les responsables politiques puissent se réunir et trouver le moyen de mettre en œuvre l'engagement qui a été pris. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour ce qui concerne les causes qui expliquent le manque de consensus après ce que vous avez trouvé au niveau de l'adoption de la Constitution de 1992, au niveau, par exemple, de la signature de l'accord politique global, Maître Amégrandvi dit que l'opposition s'en lave les mains et que la mauvaise foi se trouverait de votre côté. Oui, c'est que on nous a toujours taxé de mauvaise foi. Alors moi, la question que je pose, mais pourquoi nous sommes de mauvaise foi? Est-ce que la mauvaise foi, c'est de notre côté qu'il faut rechercher la mauvaise foi? Elle vient de le démontrer. Attendez, je n'ai pas fini. Oui. Écoutez, nous disons que nous devons faire les réformes. Et comme je dis, tout le monde veut ces réformes-là. Et les réformes, on doit être ensemble pour faire ces réformes-là. Elle vient de parler, elle a fait une grande démonstration. Mais je vais vous dire une chose. En 2015, lorsque l'opposition a introduit la proposition de loi en 2015 à l'Assemblée, ils ont fait suivre cette proposition de loi par une déclaration. Et dans la déclaration, ils disent qu'ils ont soumis une proposition de loi, mais qu'ils n'accepteraient aucun amendement. Lorsque vous voulez on veut quelque chose, il faut quand même qu'on soit ensemble pour discuter. C'est-à-dire, voilà nos amis qui soumettent une proposition de loi, mais à côté, ils font une déclaration conjointe pour dire qu'ils n'accepteraient aucun amendement. Alors que ce texte est soumis à des députés, et nos collègues savent très bien que le député a le droit d'amendement. Le député a le droit d'amendement, mais ils font une injonction aux députés
pour ne faire aucun amendement sur le texte qu'ils n'accepteraient aucun amendement. Ça veut dire que le texte doit être voté en l'état. Avouons quand même que c'est difficile à accepter. C'est-à-dire qu'il devrait faire un peu de concession. Voilà, c'est ce que nous Posez-lui la question de savoir si la déclaration a été déposée dans le dossier du... C'est vrai que c'est moi qui pose la ensemble avec question, le mais dépôt vous pouvez de la répondre proposition aussi. de loi. De toute façon, Cette déclaration, elle a été c'est une déposée déclaration aussi. qui a été signée. Ça a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale? Non, mais écoutez, les documents que nous utilisons, ce n'est pas seulement des documents qui sont déposés sur la table de l'Assemblée nationale. C'est un document officiel qui existe, qui nous est parvenu. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, à ce moment-là, qui vraiment ne veut pas faire les réformes? Qui a la mauvaise foi? C'est ça. Vous gardez la parole à M. Debout. Tout le monde dit, tout le monde veut les réformes. Les partis politiques veulent les réformes, la société civile veut les réformes, la presse veut les réformes, les Togolais, donc, dans leur ensemble, veulent les réformes. Donc, UNIR aussi veut les réformes. Alors, lorsque vous dites que vous voulez les réformes, dans votre esprit, qu'est-ce que vous avez? Je veux dire, qu'est-ce que vous mettez sous le vocable réforme? Quels sont les points qui vous paraissent importants aujourd'hui en matière de réforme au Togo? Parce que pour l'opposition, Mme Améganvi est là pour confirmer ou infirmer ce que je dis. Quand on parle de réforme pour l'opposition aujourd'hui, il y a des points essentiels, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels, le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Est-ce que c'est cela aussi qui fait l'essentiel des réformes au niveau de UNIR? Mais tout à fait. Puisque vous savez que, comme je l'ai dit, on a mis en place le Hatchcrown qui est en train de réfléchir aujourd'hui sur les réformes. Et le Hatchcrown... Mais cette question-là, cette appellation Hatchcrown-là, franchement, Mme Améganvi il est très, on va dire, allergique. Hein. De toute la manière que Mme Améganvi soit allergique, c'est quand même un organe qui est là et à qui on a donné, c'est-à-dire une mission. Oui. Et cette mission-là ne concerne pas que les partis politiques que nous sommes à l'Assemblée. C'est toute la classe politique d'abord, c'est toute la composante, c'est-à-dire que les forces vives de la nation. Oui. Parce que nous parlons là d'une révision constitutionnelle. Et la révision constitutionnelle concerne l'ensemble. Maintenant, lorsque une réflexion globale a pu avoir lieu, je crois que nous nous inscrivons dans cette logique-là parce que nous estimons que c'est des réflexions qui ont été faites par une plus large majorité de personnes, plutôt que le parti politique que nous sommes à l'Assemblée. Très bien. Alors, et à ce moment-là, ce qui sera issu justement des recommandations de ce Hatchcrown-là, disons, aurait beaucoup plus l'assentiment, le consentement de tout le monde. Alors, le Hatchcrown, on en parle toujours. Le Hatchcrown, par définition, c'est le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Je vais vous faire suivre une autre réaction, celle d'un autre homme politique. C'est Gabriel Mensah-Agboyo-Mekodjo, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, aujourd'hui président de OBU, l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Pour lui, eh bien, le Hatchcrown, en tout cas, a déjà fait l'essentiel, lequel essentiel ne reste qu'à être traduit dans les réalités. Et pour ça, Agboyo-Mekodjo en appelle à la bonne volonté du chef de l'État, Faure Gnassingbé. On suit Gabriel Mensah-Agboyo-Mekodjo, puis on revient en plateau avec nos invités. Les travaux de l'atelier d'échange et de réflexion organisé dans le Hatchcrown avaient une démarche systémique, transversale et holistique des problèmes que rencontre la nation togolaise. Il n'y a pas que les problèmes liés aux réformes institutionnelles et conditionnelles, mais il y a des problèmes de société majeurs. Et c'est l'ensemble de ces préoccupations qui ont été examinées donc, par les participants de à l'atelier Hatchcrown. Et le catalogue de conclusions donc, qui a été déposé est fort édifiant, parce que ce n'est pas en limitant uniquement le mandat, ou en allant donc à une élection à 2 tours, ou en obtenant simplement donc l'alternance, que tous les problèmes que rencontrent les Togolais vont être résolus en même temps. Nous considérons que c'est une bonne chose que l'ANC ait dit, le principal donc, groupe parlementaire de l'opposition, ait décidé donc de déposer une proposition de loi sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Pour autant, Adi fut représenté à ces travaux donc au Hatchcrown. L'ANC a décidé de ne pas y être représenté
Je crois que c'est dommage. Et d'autres aussi ont pensé que ce n'est pas une bonne chose. Et donc, le sort de cette proposition de loi était scellé dès lors que Ashkoun a ouvert donc ses travaux et a élargi le champ de la réflexion sur l'ensemble des réformes à faire. Donc, en conclusion, on ne peut pas adopter cette proposition de loi au moment où Ashkoun a déposé ses conclusions entre les mains du chef de l'État. Mais maintenant, ce que le chef de l'État aussi devra faire le plus rapidement possible pour ne pas nous exposer donc vis-à-vis de ceux qui ont boycotté donc ces travaux, c'est de donner corps le plus rapidement possible à la commission chargée d'étudier du moins ces conclusions, afin qu'à une date déterminée, que cette commission puisse rendre également les résultats de ces réflexions. Gabriel Médecin-Agbeyo-Mekodjo, le président de OBU, l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solitaire. Maître Amegravi, Agbeyo a parlé d'une démarche systémique, holistique et transversale donc du HCRO, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Il dit dès lors que les travaux du HCRO ont été mis en branle, bien, le sort de cette question-là était scellé. Oui, mais... Et puis, en même temps, il en appelle aussi à la bonne volonté du chef de l'État qui doit faire en sorte qu'on puisse donner corps aux recommandations des travaux du HCRO. Est-ce qu'il n'a pas coupé la poire en deux? Oh, bon, vous savez, M. Agbeyo-Mekodjo est responsable d'un parti politique. Il donne son point de vue qui n'engage que lui. Mais pour ce qui concerne l'ANC, nous avons un problème par rapport à tout ça. Je reviens toujours à l'APG. Le chef de l'État lui-même en a parlé dans son courrier. C'est le début de toute chose en ce qui concerne les réformes. Et donc, je reviens à l'APG qui a parlé des points sur lesquels doivent porter les réformes. Et s'agissant de la proposition de loi dont nous parlons des réformes constitutionnelles. Vous savez, les réformes économiques, les réformes sociales sont des réformes liées à la gouvernance de tous les jours. Vous savez, lorsque vous gouvernez un pays, vous devez être dans une procédure de réforme permanente. Lorsque vous voulez faire évoluer votre pays, vous devez être dans une posture de réforme permanente. C'est pour cela que moi, parler des réformes économiques et autres, puisque nous en parlons tous les jours, sur la manière dont notre pays est géré, sur le fait que le chef de l'État reconnaît lui-même que c'est une minorité de Togolais qui s'accapare des richesses de ce pays-là au détriment de la majorité, ce qui n'est pas normal. Et donc, c'est les réformes permanentes qui doivent se faire. Mais pour l'heure, nous, dans cette proposition de loi, nous sommes en train de parler des réformes constitutionnelles telles que prévues, telles que les protagonistes de la crise togolaise se sont engagés le 20 août 2006 dans l'APG, recommandé par la CVJR, recommandé par les accords, les CPDC renouvelés et autres, recommandé par les évêques, recommandé par tous les Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en train de parler de ces réformes-là. S'agissant des réformes économiques, sociales et autres, ça doit être une affaire de tous les jours et autres. Ensuite, deuxième chose, nous avons des problèmes. Voilà le chef de l'État qui décide. 10 années après avoir pris des engagements à l'effet de réaliser les réformes, de réunir des intellectuels pour réfléchir sur les réformes, comme si, avant la signature de l'APG, on n'y a pas réfléchi, comme si la CVJR n'y a pas réfléchi, comme si dans les différents CPDC qui avaient eu un autre accord, on n'y avait pas réfléchi. Et donc, c'est pour cela que je passe de la mauvaise volonté et de la mauvaise foi de voir réaliser ces réformes. Alors, lorsque M. Agbeyo-Mekodjo dit que parce qu'on a ouvert le HCROUN, donc le sort de la proposition de loi est scellé, je dis que c'est très grave. Parce que si c'est cela qui a scellé le sort de la proposition, je dis c'est trop grave parce que nous sommes en face de deux institutions. L'Assemblée nationale, je l'ai dit tout à l'heure, qui a pour vocation de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et en face, nous avons une structure créée par décret. D'ailleurs, dans les compétences desquelles il n'y est pas mis la réalisation des réformes. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que le HCROUN est au-dessus de l'Assemblée nationale
qui est issu de la souveraineté populaire parce que les c'est cela la députés question? ont été élus. Bon, Maître Megavi, C'est en ces termes que Maître Megavi, Là, je dois est-ce que c'est là la question? C'est Voilà. Non, je dois quand même... Est-ce que c'est ce que vous voulez me dire? Est-ce que vous dites que le HCOUN est au-dessus de l'Assemblée nationale? Je dois quand même rebondir à Oui. ce qu'elle dit. Est-ce que Parce c'est cela? nous n'avons jamais dit, personne n'a dit que le HCOUN, même le chef de l'État n'a jamais dit que le HCOUN est au-dessus de l'Assemblée nationale. Voilà. L'Assemblée nationale, c'est quand même un organe, une institution. Mais Qui a une légitimité il y a une populaire. légitimité populaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir là-dessus. Mais seulement, je dis que lorsque, par exemple, on met en place un organe, une structure, pour réfléchir, parce que c'est très bien, pour échanger sur les réformes à faire. Vous savez, le HCOUN a travaillé sur des réformes qui vont même au-delà des réformes qui sont contenues dans la proposition de loi de ACND. Parce que c'est des réformes d'ensemble qu'on doit faire. Il y a les réformes constitutionnelles, les réformes institutionnelles, les réformes économiques dont elle parle, ainsi de suite. Bon, et donc, mais on ne va pas... Lorsque les travaux, les conclusions du HCOUN, comme on l'a dit, vont vraiment proposer, par exemple, ou bien vont déboucher, si vous voulez, sur des projets de loi. Tous les projets de loi ne seront pas soumis en même temps. C'est-à-dire que ça se fera au fur et à mesure. On pourra peut-être partir par les propositions de loi de révision constitutionnelle, ainsi de suite. Et donc, nous disons que, et en plus, comme on l'a dit, le HCOUN a l'avantage de regrouper, c'est-à-dire qu'une pléiade de personnalités. Il y a les professeurs d'université, il y a les partis politiques, il y a qui ne sont pas peut-être représentés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la question qui se pose, M. Agbeloum Mekondio l'a dit dans son interview que vous venez de suivre, que nous venons de suivre, il a dit notamment qu'il appartient aujourd'hui au chef de l'État Ford Simbe, d'accord, de faire en sorte que les recommandations du HCOUN soient traduites dans les réalités. Vous qui connaissez le chef de l'État, parce que c'est le premier responsable de votre parti politique, UNIR, est-ce que vous avez, comment dire cela, foi que voilà, d'ici, peut-être, vous avez espoir que d'ici très peu, il va faire en sorte que ces recommandations-là deviennent réalité? Je vous ai déjà dit au début, les bonnes dispositions du chef de l'État à aussi voir ces réformes-là être concrétisées. Parce que tout le monde veut les réformes. Nous-mêmes, au niveau du UNIR, nous avons déjà dit que nous sommes pour, nous voulons, tout le monde. De toute façon, on ne peut plus s'en passer. Les réformes sont nécessaires. Maintenant, comment faire ces réformes-là? Et je crois que c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Maintenant, si c'est les conclusions qui vont parvenir au chef de l'État, c'est tout à fait normal que le chef de l'État puisse faire traiter ces conclusions-là et pour en faire, je l'ai dit encore, pour donner, disons, une orientation aux réformes. Mais vous savez ce que moi je crains? Vous savez ce que je crains? Il y a eu l'accord politique global, il y a eu la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a émis des recommandations, il y a eu le HCOUN avec des conclusions. Donc, on a comme l'impression qu'on va de commission en commission et de cadre en cadre, de recommandation en recommandation, qui vont aboutir à quoi finalement? Mais le HCOUN, c'est quoi? C'est la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. D'une des recommandations. D'une des recommandations de la CVJR. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que le HCOUN fasse son travail et que ce travail-là soit traduit dans les faits concrets. C'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle, parce que nous, au niveau du UNIR, au niveau surtout du groupe parlementaire UNIR, parce que nous aussi, nous attendons justement les résultats de ce travail-là. Parce que nous savons que ça va déboucher forcément sur, disons, une étude pour faire les réformes constitutionnelles. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, on nous propose, on nous fait une proposition de loi qu'on nous demande aujourd'hui d'étudier et de voter. Maintenant, et si demain, les propositions du gouvernement arrivent, on va faire quoi? Et c'est pourquoi, si nous avons la bonne foi, attendez, si nous avons la bonne foi, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, si nous sommes tous de bonne foi, et si nous voulons aussi vraiment le bien pour ce pays-là, une fois que les travaux de HCOUN sont ouverts, je crois que normalement, nos amis devaient retirer leur proposition de loi. Et puis, verser leur réflexion à HCOUN, et puisque c'est là-bas où tous les membres, c'est que toutes les parties prenantes. Est-ce que c'est possible, Maître Megavi, dès lors que vous rejetez même l'idée du HCOUN? Est-ce que, parce que dans le communiqué que UNIR a publié, le groupe parlementaire UNIR plutôt, a publié pour donner les raisons qui expliquent le rejet de votre proposition, vos collègues de UNIR disent que
toute proposition de n'importe quel acteur, qu'il soit politique, universitaire ou de toute autre entité de l'État togolais, de la nation togolaise, devrait être versée aux travaux du HCROUN. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'ANC faire cette démarche-là? Vous savez, moi, je suis sidéré par certaines déclarations de mon collègue. Pourquoi ça n'engage que lui. Monsieur Dobou, parce que je veux lui rappeler que la Constitution, article 144 de notre Constitution, donne la latitude au chef de l'État et au 1/5 des députés à l'effet de procéder à une révision constitutionnelle. Concomitamment, le chef de l'État peut, à travers un projet, demander la révision constitutionnelle, et c'est ce qui a été fait en 2014, rejeté par la majorité qui soutient le chef de l'État lui-même. Et conformément à ce même article, là, 1/5 des députés, plus d'1/5 des députés ont déposé une proposition. Le même quorum a déposé encore une deuxième proposition. Alors, mon collègue me dit que la proposition de loi que vous avez déposée, parce qu'il y a le HCROUN, vous devez le retirer, parce que si vous ne le retirez pas, et si le HCROUN, un projet venait après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne priorité et avantage au projet de loi par rapport à la proposition de loi, alors que la Constitution reconnaît aux deux entités, chef de l'État et Assemblée nationale, la faculté de faire la révision constitutionnelle. Nous avons pris nos responsabilités par rapport à cet article 144. Là, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il nous a déjà fait le reproche que nous, les députés, nous soyons inactifs à opérer, à faire bouger les lignes en ne déposant pas de proposition de loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la propension qu'ont nos collègues à donner une compétence extraordinaire au HCROUN, alors que le décret portant création du HCROUN. Pourquoi alors, lorsque le chef de l'État a décidé de créer le HCROUN, pas un décret et non pas une loi, comme le recommande la recommandation, comme l'avait souhaité la recommandation numéro 57 de la CBJR, pourquoi n'a-t-il pas mis dans les compétences du HCROUN le fait d'opérer les réformes? Troisièmement, donc, M. Dobou va me dire, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'au HCROUN là-bas, il y a les intellectuels, il y a les professeurs d'université, ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de professeurs d'université, il n'y a pas de gens capables de réfléchir sur les réformes et de proposer conformément à l'esprit de l'APG les réformes pour ce pays. La question n'est pas là. De toute façon, le HCROUN ne vote pas la loi. Le HCROUN, c'est juste... oui, nous sommes là pour nous contenter de lever la main, et puis voilà. Toutes les lois que nous votons à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est l'Assemblée qui a l'initiative de ces lois-là? Normalement, l'Assemblée aussi peut être en aide. L'Assemblée peut faire des lois. Des propositions de loi. Parce que quand on dit le HCROUN, non, ainsi de suite, mais le HCROUN réfléchit et fait des recommandations, des propositions qui vont nous revenir sous forme de projet de loi. Avant de projet de loi et de projet de loi. Compte tenu du temps, oui, rapidement, j'ai une question à vous poser. Je voulais d'abord dire ça. Et puis ensuite, on dit, la proposition de loi. Vous savez, cette proposition, ce n'est pas une première, ce n'est pas une proposition nouvelle. Ce n'est pas une proposition de loi nouvelle, c'est une ancienne proposition. Voilà, on ne va plus revenir sur la proposition. Oui, maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, quand bien même le 1/5 a, disons, peut faire une proposition de loi, à l'initiative de proposition de loi, nous sommes dans une loi constitutionnelle. Et pour que cette loi puisse déboucher, pour qu'elle puisse être votée, il y a des conditions. Il y a une majorité qui est requise. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que nous puissions nous entendre. Il est nécessaire que nous puissions avoir un consensus, un compromis. C'est ce que nous disons. Très bien. Aujourd'hui, le problème qui se pose, en tout cas par rapport à la Constitution, c'est qu'il y a une partie de la classe politique qui estime que c'est la Constitution de 1992 qui doit être réhabilitée, celle qui a été modifiée 2 fois, en 2002, je crois. Alors, il y a une partie qui dit qu'il faut retourner à cette Constitution. Il y a une autre partie qui dit non, cette Constitution contient même ou comporte, si vous voulez, des germes confligènes. Alors, aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, que faut-il faire parce que vous avez parlé d'apaisement au début de l'émission, que faut-il faire? Doit-on réécrire une nouvelle constitution, ce qui suppose qu'on doit aller à une 5e république? Ou alors, que faut-il faire? Parce que
j'ai envie de demander jusqu'à quand ce dialogue de sourds entre pouvoir et opposition sur la question de la réforme, sur la question de la Constitution? Bien, nous pensons que, comme vous le dites, nous n'arrivons pas à trouver de consensus au niveau de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un travail est demandé à une structure qui est mise en place. Et donc, si cette structure-là peut départager, si vous voulez, les députés à l'Assemblée nationale, ou bien faire des propositions consensuelles qui puissent, disons, avoir l'adhésion des uns et des autres, pourquoi pas? Nous sommes preneurs. Mais il faut laisser les choses en l'état, puisqu'il y a des points de divergence sur lesquels nous ne comprenons pas. Il y a des points de divergence parce que lorsqu'on nous dit qu'on fait des propositions de loi et qu'on ne doit pas toucher à... donc il faut tout reprendre à zéro, c'est ça? Alors, si la solution peut venir de là, ou bien si la lumière peut venir de là, pourquoi pas? De toutes les manières, nous sommes toujours dans l'expectative et nous attendons pour voir ce qui va se passer. Maître Amengavi, parce que de nos recherches, de nos investigations en tant que journaliste, il nous revient de temps en temps, peut-être sans preuve encore, que vos collègues de UNIR seraient dans une logique d'aller vers une 5e République. Est-ce que c'est aussi votre souhait? Non, pas du tout, parce que vous savez, je l'avais dit tout à l'heure... Vous avez deux questions en une. Hein. Si ce n'est pas votre souhait, quels sont les mécanismes, les stratégies dont vous disposez aujourd'hui pour empêcher que cela arrive? D'abord, je vais expliquer le contexte dans lequel on est et que tout le monde connaît. Rapidement. Je retourne encore à l'APG et je retourne encore aux recommandations de la CVI. Parce que, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que le chef de l'État, qu'on dit vouloir les réformes, qui fait tout pour que les réformes se réalisent, comme le dit mon collègue Tobou, c'est lui qui a créé la CVJR, laquelle CVJR a réfléchi et lui a remis des recommandations dans lesquelles figurent les recommandations numéro 5 et 6, que lui-même a accepté, puisqu'il y a le livre blanc. Et vous vous rappelez que c'est au clou d'une cérémonie solennelle que Monseigneur Bariga a remis le rapport au chef de l'État. Il y a les recommandations numéro 5 et numéro 6, pour ne citer que celles-là qui portent sur les réformes constitutionnelles telles que prévues par l'APG. Et donc, c'est dans cette optique-là, c'est pour ça qu'on parle de réforme. Parce que l'APG ne parle pas de refaire une recommandation. Les points sur lesquels doivent porter les réformes constitutionnelles ont été ciblés par l'APG et c'est de réforme qu'il s'agit. Aujourd'hui, après avoir opéré le dilatoire, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'ayant pris un engagement en 2006, on puisse entendre 10 années après pour se rendre compte que, il faut réunir dans une salle quelque part des intellectuels à l'effet de réfléchir sur les points, les engagements sur lesquels vous vous êtes, je dis, contradictoirement entendus pour être mis en clair, forme. vous n'êtes pas pour une 5e République? Donc, pour une nouvelle constitution? Non, parce que vous savez, tout ça là, tel que nous l'avons dit tout à l'heure, les CPDC, la CVJR, les dialogues Togo Télécom, nous disons tout ça procède de dilatoire. Et je l'ai dit tout à l'heure, si les réformes avaient été faites telles que l'avait prévu l'APG, M. Dagnon reconnaissait que nous n'en serons pas là, Monsieur Dobou et moi aujourd'hui, à nous crêper le chignon. Monsieur Dobou, vous avez donc l'honneur d'avoir disons, le dernier mot pour clôturer cette émission, parce que voilà, l'opposition dit « je ne veux pas d'une nouvelle constitution, il faut qu'on arrive à trouver donc un terrain d'entente ». Lequel terrain d'entente est difficile à trouver aujourd'hui? Je veux dire, jusqu'à quand encore? Vous savez, comme je l'ai dit, il y a des réflexions qui sont engagées par ailleurs. Et il y a des conclusions que nous sommes en train d'attendre. Et vous savez, si les conclusions, par exemple, de Ashkroun vont dans le sens dont vous parlez, mais on va étudier pour voir ce qu'il faut faire. Vous savez, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réconciliation nationale, c'est la bonne gouvernance, comme on l'a dit. C'est la démocratie. Et tout ça là passe aussi par les réformes politiques. Ça passe par les réformes politiques auxquelles je vous l'ai déjà dit, que nous soutenons. Nous soutenons les réformes. Nous souscrivons justement à ces réformes-là. Mais le problème qui nous oppose aujourd'hui, c'est comment faire ces réformes-là.
Et je crois que, bon, on trouvera, peut-être que les Ashkoun trouvera un terrain d'entente pour nous permettre... Bon, pour unir, le Ashkoun trouvera un terrain d'entente pour l'opposition, notamment l'ANC. Le Ashkoun, on ne veut même pas en entendre parler. Mais à cette allure, si c'est tous les 10 ans qu'il faut commencer à réfléchir sur les engagements et autres qu'on a déjà pris, nous sommes partis, voilà, nous sommes partis très loin de la réconciliation dont on parle. Ma collègue, merci beaucoup, on n'est plus dans ce cadre-là, puisque un certain nombre de choses sont déjà initiées. Merci beaucoup. Notamment les dialogues, tout ça sont déjà initiés. Donc ça veut dire que nous voulons aller de l'avant. Ça veut dire que nous sommes dans les bonnes dispositions, justement, pour qu'on puisse faire voir ces réformes-là être... Merci beaucoup, Gerson Tsedem Kwadjo Dobou, député à l'Assemblée nationale, vice-président du groupe parlementaire l'Union pour la République, la majorité parlementaire. Merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Vraiment, vous nous avez donné l'occasion de communiquer, de pouvoir informer la population. Nous vous remercions. Je crois que nous reviendrons, vraiment, si vous nous demandez de venir. Nos portes sont grandes ouvertes. Ce sera avec plaisir. Voilà, merci également à vous, Maître Manavi Isabelle Ameganvi, présidente du groupe parlementaire l'Alliance nationale pour le changement. Merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir permis d'échanger et permettre à la population togolaise de se fixer sur son sort. Et je voulais, pour terminer, dire que l'Éternel sauve le Togo. Merci beaucoup. Que l'Éternel sauve le Togo. C'est sur ces mots, Amen. C'est sur ces mots de Maître Isabelle Manavi Ameganvi que se referme ce numéro de Face à Face que vous avez suivi durant ces 80 dernières minutes. Je rappelle que c'est une émission qui a été enregistrée en 2 volets. Une première partie que vous avez suivie avant le journal. Et voici donc la deuxième partie. Merci de nous être fidèles. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de Face à Face. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de la New World Info. Au revoir.